Donc suite au visionnage de la vidéo qui nous a été proposée aujourd'hui, le problème retenu comme principal est le suivant. Donc le joueur qui fait l'objet de notre analyse n'utilise pas la dimension vitesse et n'utilise que de façon superficielle la dimension espace, autrement appelée volume de jeu. Ce faisant, il ne parvient à aucun moment à faire basculer le rapport de force en sa faveur durant l'échange. En effet, si nous pouvons observer que notre joueur alterne avec plus ou moins d'efficacité les renvois courts et longs, nous pouvons voir également que la latéralité du terrain adverse n'est pas du tout exploitée. Nous détaillerons donc plus en profondeur l'activité de notre joueur via un cadre d'analyse qui nous permettra de mettre en synergie divers paramètres relatifs à la motricité dans l'activité badminton, donc type de frappe, prise de raquette, type de trajectoire et espace d'attaque, posture lors de la frappe, déplacement, replacement. Ici, le joueur observé effectue 5 frappes de balle. Donc un service long en coup droit, puis un dégagé, bien que celui-ci n'atteigne pas la zone arrière du terrain adverse, un amorti, à nouveau un dégagé, puis un nouvel amorti, qui termine sa trajectoire dans le filet, mettant fin à l'échange, et le gain du point revenant à son adversaire. La prise de raquette ici est dite universelle, de type marteau, et avec l'index qui court le long du grip, de façon à avoir un contrôle optimal sur la raquette. Au niveau des trajectoires de volant et des espaces d'attaque utilisés, tous les coups sont effectués en cloche et dans la partie axiale du terrain adverse, plus ou moins long. Le service long et les deux dégagés terminent leur course en zone médiane, à défaut d'amener l'adversaire à jouer un volant de défense en zone arrière. Et la courbe du premier amorti passe largement au-dessus du filet et serait exploitable de la sorte par une frappe d'attaque par l'adversaire. Le second amorti, lui, a une trajectoire plus rasante, mais termine malheureusement sa trajectoire dans le filet. Néanmoins ici, l'intention de mettre son adversaire en difficulté par une prise de vitesse est à mettre au crédit de notre joueur. Sur les deux amortis, la zone visée est bien celle se situant dans la rivière, juste derrière le filet, obligeant de la sorte l'adversaire à relever le volant. Pour ce qui est de la posture lors de la frappe, on constate au service que le pied d'appui est positionné vers l'avant et l'autre pied vers l'arrière pour un équilibre optimal au moment de la frappe. Sur les deux dégagés, les deux pieds sont décollés et on observe un déséquilibre vers l'arrière au moment de la frappe, plus prononcé sur le second dégagé. Toujours sur les deux dégagés, les épaules sont orientées de profil lors de la préparation de la frappe, bien que cela pourrait être plus prononcé. Et la ceinture scapulaire effectue un basculement vers l'arrière au moment de la frappe, celui-ci étant également plus prononcé sur le second dégagé. Les articulations de l'épaule et du coude forment un angle chacune d'environ 90 degrés lors de l'armement, mais nous n'observons pas le passage de l'avant-bras et de la raquette dans le dos du joueur, de façon à effectuer une boucle qui permettrait de frapper le volant avec un maximum de vitesse et d'apporter ainsi la puissance nécessaire à un dégagé qui terminerait sa course en fond de cours adverse. Également, nous pouvons noter sur le second dégagé que la main qui ne tient pas la raquette sert de repère en tant qu'elle pointe le volant bras tendu. Cela participe à une bonne lecture de la trajectoire et à un meilleur équilibre au moment de la frappe pour notre joueur. Pour autant, plutôt que de prendre le volant en avant, le point d'impact entre le volant et la raquette se situe ici au niveau de la tête sur un plan frontal sur le premier dégagé et derrière la tête sur le second dégagé. Sur le premier amorti, on constate un blocage du pied d'appui et un léger tassement de tout le corps vers le sol, ce qui amène notre joueur à prendre un volant assez bas et avec un contrôle moindre. Le deuxième amorti est effectué dans la continuité de la course vers l'avant, sans blocage du pied d'appui, ce qui ne permet pas à notre joueur d'engager à la suite de sa frappe un replacement rapide. En ce qui concerne les déplacements-replacements, nous pouvons observer que notre joueur ne s'organise pas de façon à pouvoir se replacer rapidement au centre de sa moitié de terrain au niveau de la zone du T de service après ses frappes. On observe à ce propos un piétinement après le second dégagé au moment de la chute et un déséquilibre avant et un pied d'appui non bloqué sur le second amorti. Et quand notre joueur s'organise de façon à pouvoir se replacer rapidement, à l'exemple du premier amorti avec un blocage du pied d'appui qui lui permettrait de partir rapidement dans l'autre sens, il ne le fait pas et privilégie une position d'attente relativement statique. Nous noterons enfin que les déplacements type pas chassé sont ici inexistants et que ce sont des courses classiques avec un pied placé devant l'autre qui servent à l'action de déplacement. Donc après avoir fait l'analyse de l'activité de notre joueur,
il est temps pour nous de retenir un certain nombre d'hypothèses pouvant permettre d'expliquer le problème identifié ici, à savoir une mauvaise utilisation des dimensions espace et vitesse pour faire basculer le rapport de force en sa faveur. Nous pourrons dès lors cibler les transformations à opérer en priorité. D'abord donc, sur un plan cognitif, perceptif, il semble que notre élève ne parvienne pas à reconnaître une situation favorable d'attaque. Nous pouvons noter à ce propos qu'hormis sur le second dégagé, donc la 4e frappe de balle sur la vidéo, où le volant arrive derrière notre joueur et sur le côté revers, tous les autres renvois arrivent dans une zone relativement proche du filet et avec une trajectoire en cloche. Ces renvois adverses sont donc des volants exploitables par une frappe d'attaque type smash. Or, sur les 4 situations plus ou moins favorables qui se présentent à notre joueur, aucun smash ne peut être observé. En découle alors l'éventualité d'un problème d'ordre moteur, où sur le plan technique, il semble que la non-mise en action de l'articulation de l'épaule sur les frappes hautes puisse être un frein direct à la bonne réalisation d'un smash et d'un dégagé, et donc à l'utilisation du facteur vitesse pour désorganiser l'adversaire. Enfin, nous retiendrons la possibilité que le problème soit d'ordre informationnel. Ici, la non-prise d'information quant au placement de l'adversaire pourrait apparaître de nature à inhiber chez notre joueur la possibilité d'utiliser la dimension espace pour faire basculer le rapport de force en sa faveur. 3 hypothèses donc sont retenues ici et feront l'objet d'un apprentissage ciblé. Dans ma démarche d'apprentissage, j'opérerai ici le choix de privilégier en premier lieu un travail technique porté exclusivement sur la bonne réalisation d'une frappe de volant haut, l'objectif étant pour nous de voir apparaître la boucle effectuée par le bras tenant la raquette, nécessaire à la bonne réalisation d'une telle frappe. Nous décidons donc ici, bien que la non-reconnaissance d'une situation favorable semble être le frein principal au problème identifié, de permettre à l'élève d'acquérir d'abord une technique de base relative aux frappes hautes, sur les coups type smash et dégagé notamment, pour proposer ensuite un travail qui devra permettre au joueur de trouver par lui-même comment identifier une situation favorable d'attaque. Nous en venons donc à notre première situation d'apprentissage. Ici, l'objectif pour nous en tant qu'enseignants est de voir les élèves travailler sur des trajectoires descendantes. Le but pour les élèves sera de remporter le gain du match. Pour ce faire, nous mettrons en place un dispositif avec des matchs en 15 points sous la forme d'une montante descendante. Le serveur sert obligatoirement long. Le receveur se match ensuite immédiatement à la réception du service. Le serveur n'a ensuite droit ni au smash ni aux amortis tout le long de l'échange, et le receveur smash dès que possible tout au long de l'échange. Ici, chaque smash compte double. Chaque smash réalisé de manière efficace compte double. La présence ici d'un juge arbitre servira notamment à valider les points compte double. Celui-ci devra donc s'assurer qu'une boucle est bien effectuée dans le dos par le bras fort au moment de la préparation du smash. Et si tel n'a pas été le cas, le smash ne sera pas validé. Les 3 images qu'on propose ici à droite de cette diaporama seront affichées en cours et expliquées aux élèves de la manière suivante. Donc la première détaille toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un smash efficace. La seconde met l'accent, elle, sur le point d'impact entre le volant et la raquette qui doit se situer en avant et au-dessus de la tête, bras tendu. Et la dernière illustre le passage dans le dos que doit effectuer la raquette lors de la fameuse boucle. À la fin du match, le smatcher passe juge-arbitre, le juge-arbitre passe receveur et le receveur passe smatcher. Les élèves effectuent ainsi les 3 matchs leur permettant de passer dans tous les rôles, puis le meilleur monte, le moins bon en termes de résultats descend d'un terrain et l'élève neutre reste sur son terrain. Ici, 3 matchs directs effectués par un élève lui rapportent immédiatement le gain du match. Cependant, le smash sera validé par le juge-arbitre seulement si, en plus de la boucle effectuée au moment de la frappe, le volant tombe directement au sol avec une trajectoire descendante. Cela nous amène à notre deuxième situation d'apprentissage, où il s'agira pour nous enseignants de voir les élèves réinvestir le travail effectué en amont dans une situation plus complexe. Ici donc, l'objectif pour nous en tant qu'enseignants est de voir les élèves capables de détecter une opportunité favorable et de rompre l'échange. Le but poursuivi par ces derniers sera de remporter le gain du match. Ici, on a donc des matchs en 7 points. L'attaquant est placé en situation favorable.
Ici, les deux joueurs commencent par effectuer dégagé sur dégagé, et seulement lorsque l'attaquant effectue une frappe différente du dégagé, donc un amorti, un smash, etc., le point s'engage et les deux joueurs sont libres au niveau des coups à réaliser. L'attaquant doit réaliser 7 points pour gagner le match et le défenseur doit marquer 2 points pour gagner le match. Donc au niveau des critères de réussite, pour notre attaquant, il s'agit de gagner le match en 7 points, et pour le défenseur, il s'agit de marquer au moins 1 point lors d'un match. Pour ce qui est des critères de réalisation, il s'agira pour l'attaquant d'avoir une posture adéquate à un jeu offensif, donc être de profil, jambes d'attaque vers l'avant, raquette main haute, en position d'attente active, et lorsque la trajectoire du volant est haute, entre le filet et le milieu de terrain, c'est une opportunité favorable de frappe, d'attaque. Il faut donc alors utiliser une frappe de rupture pour tenter de rompre l'échange immédiatement afin de finir le point. Pour le défenseur, il s'agira d'adopter une posture adéquate à un jeu défensif, donc être sur ses appuis de manière dynamique, sur la pointe des pieds de préférence, jambes fléchies, parallèle, la ceinture scapulaire parallèle au filet, raquette main basse et à peu près au milieu du terrain au niveau du T de service. Il s'agira également pour lui de réussir à renvoyer le volant en fond de cours pour inverser le rapport de force et se retrouver dans la position d'attaquant. Nous proposerons ici, dans la mesure du nécessaire, des simplifications, donc des variables à cette situation, des simplifications qui pourront être de rétrécir le terrain de l'attaquant, donc supprimer la zone de fond de cours, et également d'obliger le défenseur à jouer au-dessus d'un surfilet de façon à l'amener à proposer à l'attaquant des volants attaquables de trajectoire haute. En complexification, il pourrait s'agir pour nous de rétrécir la taille du terrain du défenseur, donc supprimer la zone de fond de cours par exemple, ou un espace plus important, afin de rééquilibrer le rapport de force. En tant qu'enseignant, il s'agira ici de proposer 4 temps d'apprentissage différents à nos élèves. Dans un premier, il s'agira de faire découvrir la situation à nos élèves en exposant toutes les consignes et en précisant que les critères de réussite. On laisse les élèves tester par eux-mêmes les solutions possibles. Dans un deuxième temps d'apprentissage, il s'agira d'interroger les attaquants sur l'endroit du terrain qui leur semble être favorable à une frappe de rupture. Ensuite, on les laisse poser un plot à cet endroit et on leur dit d'attaquer tous les volants qui arrivent devant ce plot. Les laisse essayer. Dans un troisième temps, nous pourrons questionner à nouveau nos attaquants sur le positionnement du plot, si jamais celui-ci est mal mis, et leur proposer de le placer à un autre endroit. Souvent, peu après derrière la zone de rivière, entre la fin de la zone de rivière et 1 mètre derrière. Donc à ce moment-là, tous les volants qui arrivent haut de trajectoire haute et donc éventuellement par-dessus le surfilet, et devant ce plot, doivent être attaqués systématiquement par notre attaquant. Et dans un dernier temps, après être passé par les 2 rôles, donc